Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire. Je vous propose aujourd'hui encore de nous retrouver dans le sillage du vaisseau fantôme de Richard Wagner. Soyez les bienvenus. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Ultime séance entre nous à la découverte et dans l'analyse de ce vaisseau fantôme, Fliegende Holländer de Richard Wagner. Toujours vous, Bertrand Roulet, toujours Gérald Diestan de l'autre côté de la vitre et votre piano avec votre partition. On se retrouve aujourd'hui directement dans un des points stratégiques essentiels de ce texte musical, de cette œuvre de Richard Wagner, puisque le Hollandais et Senta sont pour la première fois en train de se rencontrer, Bertrand Roulet. Pour la première fois, mais pas tout à fait en réalité. De vous à moi, c'est pas très facile à présenter quand même, parce que les enjeux sont tellement mystiques, tellement profonds, il faut trouver les mots justes pour pas avoir l'air non plus de pontifier. Oui. Mais c'est vraiment maintenant la culmination de cette liaison entre le ciel et la terre. Oui, je dis la première fois, en réalité, elle vit du hollandais depuis déjà bien longtemps. C'est la première fois qu'ils se rencontrent physiquement, oui. On voit vraiment la réunion des différentes instances qui forment la totalité de l'être. Oui. Imaginez vraiment, et ça c'est vraiment ce qui a inspiré Goethe, Wagner, à travers différentes traditions ésotériques qu'on retrouve évidemment très clairement tout au long de l'œuvre de Wagner, dans Parsifal avec la réincarnation, etc. Imaginez vraiment la source de l'être, une lumière, une énergie lumineuse très très puissante, et puis l'esprit qui se densifie jusqu'à se ralentir et former la matière. Et voyez notre personnalité, notre ego, notre moi sur cette petite terre comme étant que la pointe d'un iceberg. Et puis il y a toute cette partie inconnue. Imaginez qu'on ait laissé derrière nous-mêmes en fait l'essentiel. Mais cet essentiel, il est inconscient, il est ballotté sur l'océan cosmique qui est représenté justement dans le personnage du Hollandais. Et maintenant, est-ce que tout cet élément de notre vitalité inconsciente va pouvoir se personnaliser, avoir un accueil dans quelque chose de conscient, d'individuel? Ça, c'est vraiment une des, on pourrait dire, la colonne vertébrale d'énormément de légendes, de cosmogonie. Et alors, il y a évidemment l'idée du temps, des espaces-temps se modifie. Comme émanant d'âges lointains, longtemps révolus, murmure le Hollandais en voyant Senta. L'image de cette jeune fille me parle. Je rappelle que quand même le mot Senta, ça fait l'antinomie avec l'idée de Satan, puisque oui. Là, il était toujours dans l'errance. Oui, parce que je rappelle que tout ce que vous venez de nous dire, on pourrait dire, oui, c'est la petite lecture de Bertrand Roulet. Non, vous fondez votre lecture sur le texte, qu'elle soit vraiment celui du livret, ou plutôt du poème, ou sur celui du texte musical, vraiment. Hein. Oui, et puis je connais les sources aussi de Wagner, et je sais que, par exemple, par rapport à ses autres œuvres, et on sait que même déjà à l'âge de 18 ans, par son beau-père Ludwig Geyer, il avait déjà un accès à des mystères à travers la franc-maçonnerie, par exemple, d'où son opéra Les Fées, qui a aussi cet aspect initiatique. Tel que je l'ai rêvé, inquiet depuis des éternités, je la vois ici devant mes yeux. Mais donc, on est vraiment très très loin du sentimental. La preuve, la flamme sombre qu'en moi je sens brûler, malheureux, puis-je l'appeler amour? Non, c'est plutôt le désir du salut. Ça veut dire de pouvoir faire une union avec une individualité, avec une personnalité terrestre et céleste. Puissé-je l'obtenir par un ange comme elle? Et c'est à ce moment-là qu'on voit une inversion de la gravitation au fond de tous ces accords tempétueux. Ces accords qui étaient descendants. Et lorsqu'il parle du Streglut, ce feu, on a vraiment un retour maintenant inverse. Une inversion de sens et les motifs de notes répétées liés à la vie terrestre sont justement en train de devenir aériens. Mais on verra que cette transformation va être très très profonde, que le masculin et le féminin vont s'unir.
L'idée que le moi conscient, habituel, terrestre, ne puisse être que le satellite de lui-même, aussi différent, dit Jung, que la Terre puisse être différente du Soleil, par exemple, qui implique un éveil, une transformation radicale, c'est bien ce qui ressort des paroles de Senta. Et je sombrais dans un rêve étrange. Ce que j'aperçois n'est-ce qu'une chimère. Écoutez cette phrase. Jusqu'à cette heure, n'ai-je vécu que dans des espaces trompeurs. Le jour de l'éveil s'est-il levé pour moi. Alors, quand on pense en plus que la porte dans notre conscient qui nous mène à toute cette dimension qui échappe complètement au quotidien, elle est pour une femme de type masculin, l'animus, c'est pour un homme de type féminin, alors c'est encore plus parlant. Et si nous voyons maintenant que l'accord de Tristan est en train de poindre déjà dans cette musique. Tristan, c'est dans le même esprit. C'est le développement de cette idée de complétude. Montrez-moi ça. Alors par exemple, ici... Quand Senta a dit, comme je l'ai souvent vu, maintenant il est devant moi, so steht er, il est devant moi, papa. Alors on voit, alors là, ça c'est le petit détail cohérent. Et puis maintenant le rapport à Tristan, par rapport à ce feu, justement, qui est au-delà de l'amour dans le sens limité, dans le sens de manque, dans le sens de donner le petit sucre à la personnalité terrestre, en se projetant sur le sexe opposé. Les souffrances que je sens brûler dans ma poitrine, en fait, elles consument le moi habituel. C'est-à-dire que le moi doit se sacrifier. C'est ça l'idée du vaisseau fantôme. C'est pas que le vieux Hollandais a besoin de trouver une femme qui va jouer au bâton de vieillesse ou qui va combler ses manques. Non, c'est la personnalité qui doit s'intéresser à l'essentiel à l'intérieur et qui vient inonder de conscience ce qui est inconscient. Sur le mot brûler, le même mot que le Hollandais utilisait dans son monologue. Oui. Alors c'est une musique qui est d'une ampleur, d'une élévation qui fait que justement elle se passe pratiquement de commentaires. Et ça tombe bien parce que j'ai juste envie de l'écouter.
voyez comme vous êtes Bertrand Roulet, micro fermé, vous me dites je profite qu'il y ait le thème de Senta pour faire des commentaires. Le thème de Senta, on a le droit de dire ça? Non, bien sûr. En fait, puisque maintenant les thèmes s'inclinent les uns vers les autres, on va voir la source d'où ils jaillissent, qui est justement au-delà du masculin et du féminin. J'en avais oublié en écoutant cette musique extatique avec ce thème de hautbois. Alors c'est la cellule, le segment final de. Alors, vous voyez, ça va. Excellent. Alors si on prend justement en majeur ça, alors on voit que en fait, si on divise le thème de Senta en 3 segments, premier segment, deuxième avec des cartes, et puis ensuite un arpège montant. Alors, le segment 1, on le retrouve dans... Alors, il monte, tandis que celui de Senta descend. C'est en symétrie, hein, si on le voit sur le papier, ça fait une symétrie. Et puis, au lieu d'avoir... Et puis, chez Senta, c'est... Alors, cet intervalle, note aiguë, note plus grave, et puis Senta, c'est le même intervalle, et puis après là, le même mouvement montant. Ce qu'on voit comme transformation quasiment alchimique maintenant, non seulement au niveau des thèmes, dans ce rapprochement, mais aussi au niveau des accompagnements. Je vous propose juste de retrouver le principe de la note répétée qui va peu à peu devenir aérienne. C'est des tout petits exemples où on voit cette mutation. Alors tout d'abord, la version déjà très aérée de la note répétée. Oui, Bertrand. Maintenant une version déjà plus fluide, plus rapide. Excellent Bertrand, phénomène de transformation. De transformation, et maintenant, sur cette fluidité, le fameux qui devient, qui est justement réintégré dans ce qu'on pourrait appeler le soi supérieur. On a dans ce duo des passages qui expriment une véritable félicité avec un sentiment de libération et de légèreté. Senta toujours... qui ici devient... Et ce qui étaient les vagues passionnelles deviennent simplement un accompagnement tout à fait aérien. On a vraiment l'impression presque de marcher sur des nuages.
J'ai de la peine à vous comprendre, Bertrand Roulet, parce que j'ai sous mon coude gauche le guide des opéras de Wagner, cet immense volume paru chez Fayard, aux indispensables de la musique. Et je lis page 66 à propos du vaisseau fantôme, Bertrand. L'utilisation du leitmotiv n'est encore que l'ébauche de ce qu'elle deviendra dans les opéras ultérieurs. Peu de transformations mélodiques ou harmoniques, pas d'interaction révélatrice. Le motif est la plupart du temps utilisé sous forme de citation. Il n'a pas de fonction structurale au niveau de l'opéra entier parce qu'il n'est pas encore un facteur de développement psychologique. Il n'y a pas dans le vaisseau fantôme d'innovation harmonique extraordinaire. Non. On se rend bien compte depuis lundi. C'est d'un plat. Alors ça, c'est sous mon coude gauche, puis sous mon coude droit, j'ai le dictionnaire encyclopédique Wagner paru chez Actes Sud. On a fait une série entière et Dieu sait s'il a des qualités, ce dictionnaire de 2500 pages quand même, qui dit à Vaisseau fantôme, page 2157, le retour régulier du thème musical associé aux Hollandais pendant le récit du rêve d'Eric est ainsi tout au plus une amorce de leitmotiv. Il n'a pas, ainsi que le remarque Karl Dalhaus, probablement a raison, hein, Karl Dalhaus, mais enfin, tout a ses limites. Il n'a pas de véritable rôle constitutif dans le discours musical. Alors c'est un docteur, faut voir. C'est Herr Doctor. On va pas se moquer, simplement on se rend bien compte qu'il y a des pseudo-vérités qui sont colportées, musicologue après musicologue, et ça fait donc une espèce de tradition qui transcende les générations, qui va au-delà des générations, et qui nous donne des espèces de vérités qui sont pas des vérités, pour peu qu'on ait y voir d'un peu près, enfin même de très très près, en votre compagnie. Il y a déjà un respect, à mon avis, exagéré devant la chose imprimée. Alors, quand c'est relié sous forme de gros pavés, il y a des moments, je pense qu'il faut avoir le courage de l'honnêteté, de l'irrespect et de dire que certains pavés devraient plutôt être jetés dans la mare. Bon, ça est pour dire, et vraiment en toute simplicité, et pour peu qu'on vous connaisse un peu, Bertrand, on sait que vous êtes parfaitement modeste. Ça pour répéter que tout ce qui est dit cette semaine, on le trouve nulle part, on le trouve dans vos propos, mais enfin ce n'est pas de la compilation de données existantes, vraiment c'est de l'analyse au plus près de la partition et note après note de ce qu'elle peut contenir et signifier. Je crois que franchement ce que je vous dis, un bon chef d'orchestre qui a travaillé l'œuvre pourrait vous l'expliquer. Il se trouve que ce sont pas forcément les gens qui connaissent bien la partition, qui vont peut-être se retrouver dans le studio ou qui auront produit justement une thèse de musicologie. C'est uniquement ça. Voilà, c'est la petite parenthèse qu'on avait envie de faire quand même ici ou là dans cette série d'émissions. On continue dans l'opéra. Vous le disiez, bien sûr, il y a cette dimension extraordinairement mystique, intérieure, spirituelle, on peut l'appeler comme on veut, de cette démarche et qui s'entend et se comprend musicalement. Et puis il y a quand même le déroulement de cet acte qui est désormais le 3e acte du vaisseau fantôme, anecdotiquement parlant, mais pas seulement, avec cette réunion de marins, un des grands moments, un des grands morceaux de ce vaisseau fantôme. Oui, qui est à la fois un morceau qu'on peut presque écouter isolément, qui, je l'ai montré maintes fois, est tout à fait lié structurellement au reste de l'œuvre. C'est vraiment une musique qui est tellement équilibrée parce qu'elle est à la fois dans ce que Nietzsche appelait d'une manière caricaturale le nihilisme, les nuées de désillusions spirituelles, etc. Et en même temps, c'est une musique qui est totalement ancrée sur terre. Donc, on est dans un équilibre, dans une solidité absolue, vraiment dans une incarnation des valeurs spirituelle. C'est le cœur des matelots du début du 3e acte qu'on écoute maintenant. Quelle joie de vivre, quelle vigueur. Muss es erheben, lachen wir aus, muss es erheben,
Une scène de fête, le retour des matelots, ça se fête, même si ça sent un peu que c'est humecté à la bière, non, Bertrand Roulet? Ce sont des plaisirs très terrestres, on va dire, hein, très simples, que le retour de ces matelots, et puis toujours en contraste avec ce qui va se passer maintenant, avec l'arrivée d'un autre équipage. Bertrand Roulet? Ah, c'est pas même l'arrivée de cet équipage. Enfin, vous dites ça sent la bière, ça sent surtout l'air frais, ça sent un petit peu la bonne herbe à pipe hollandaise. D'accord. Ok. Et puis, évidemment, maintenant, cette population d'hommes et de femmes qui voient cet objet sombre, inquiétant du Hollandais volant. Silencieux et immobile, et puis tout à coup... C'est inquiétant parce qu'il y a des fois certaines maisons, par exemple, qui nous mettent mal à l'aise. C'est tout à fait le cas. C'est un objet qui a quelque chose d'incongru et de quand même d'assez sinistre. Et alors, les dialogues, Wagner, en faisant le livret, on le voit dans son esquisse, comme véritable poète du drame musical, en faisant le texte, en tant que poète, avait déjà en tête les possibilités expressives de la musique et marque majeur, mineur, par exemple, dans les réponses entre les hommes et les femmes. Alors, les réponses, elles sont pas du tout conventionnelles dans ce chœur, dans cette animation de foule. Les gens jouent un petit peu avec la légende du Hollandais volant, mais sans trop y croire, du genre, est-ce que vous avez puisqu'ils ne répondent pas, ils veulent les inviter à la fête, et puis le vaisseau reste toujours sombre, tout feu éteint. Est-ce que vous avez des nouvelles, des lettres à porter sur la terre, nous pourrons les donner de la main à la main à nos arrière-grands-parents. Enfin, vous voyez, d'après ce genre d'effroi, de légende. Et puis, alors musicalement, toujours cette idée de la seconde, ou bien on a ce motif de foule aussi. Alors, il y a une grande mobilité dans les basses et un jeu toujours permanent d'unité avec le reste de l'œuvre. Je parle de la seconde. Ce que je vous propose d'écouter, c'est ce mélange justement entre majeur, mineur, un petit extrait de cette scène chorale tellement vivante. Des ruptures étranges dans cette musique, Bertrand Roulet, des harmonies étranges, des contrastes, des insertions, comment expliquer ça? Oui, des brèches entre les mondes à travers tout d'un coup ces silences brusques. Oui. Et puis toujours évidemment cette faculté de Wagner de faire de nouveaux thèmes à partir de nervures, on va dire, motiviques, à partir de
C'est évidemment jamais que la citation de ce thème, mais par exemple... Et puis alors quand il parle, c'est Matelot, nous allons porter des nouvelles de vos lettres à nos arrière-grands-pères, il y a presque une parodie d'une musique ancienne. Donc l'humour n'est quand même jamais bien loin dans cette musique. Même si l'instant est formidablement dramatique d'une certaine manière, Bertrand Roulet. Parce que tout ce tintamarre de gens qui croient plus ou moins à cette légende et qui jouent un petit peu à se faire peur, là sont vraiment confrontés à une manifestation inquiétante qui sort de cet objet incongru. Oui, c'est ça, jouer à se faire peur et puis découvrir que la maison est vraiment hantée, comme on pourrait dire. Hein. En tout cas, là que le vaisseau est vraiment, au sens le plus large du terme, ce vaisseau est vraiment habité. Il est habité, évidemment que musicalement, la Wagner se déchaîne. Il y a un vent glacé qui est produit par 3 piccolos sur scène en plus, qu'on ne doit pas voir, mais le son va provenir de la source visuelle en quelque sorte. Voilà, exactement. Et en plus, il y a une machine à vent. Alors ça, c'est tout à fait le genre d'argument pour que des musicologues chochoteux qui veulent toujours que la musique soit réduite à une vielle à roue ou une viole de gant, mais si possible avec pas trop de cordes, parce qu'on risquerait d'aller dans une sorte de luxure sonore. Faut toujours être dans la restriction. Vous êtes musicologue chochoteux, vous qui écoutez Musique en mémoire, soyez le bienvenu dans cette émission, vous et au Vaisseau Fantôme. Oui, on écoute ces 3 piccolos. On a une musique qui est subtile, qui est extraordinaire, mais qui en même temps va intégrer un petit peu de bruit naturel. Alors effectivement, dans certains crescendo, la machine à vent qui est faite avec des bandes de tissu qu'on vient frotter grâce à une manivelle, alors vont en quelque sorte comme un instrument de percussion corroborer certains mouvements qui peuvent très bien se passer d'ailleurs de cet effet extérieur. Alors les thèmes évidemment sont une sorte de chant nuptial funèbre, sinistre, qui vient de ces âmes en peine, avec toujours évidemment et puis ce nouveau thème l'idée de décalage, il se fait beaucoup avec... On est dans des tonalités toujours très éloignées qui jouent entre elles, qui dansent de manière sarcastique. Ça vaut la peine de détailler ça. Évidemment aussi ces coulées chromatiques qui ne sont pas simplement parallèles, mais d'où la remarque de nos pontifiants musicologues qui disent qu'il n'y a pas d'invention harmonique dans le vaisseau fantôme. Oui, probablement, oui. Et alors, écoutons ça à l'orchestre peut-être pour vérifier cette extraordinaire intensité et profondeur, cette formidable richesse et pluralité. Qui n'est pas que dans le chromatisme, parce qu'à la fin des progressions, justement... On a à la fois chromatisme dans les détails, mais diatonisme, donc plus consonant avec des intervalles, non pas tout le temps, mais des accords parallèles. Et puis les éléments de base d'une structure tonale, d'une tonalité, sont empilés les uns sur les autres d'une manière tout à fait élémentaire. C'est-à-dire sans avoir des tierces, sans avoir un système vraiment tonal, mais ce sont des empilements vraiment minéraux pratiquement. Une force purement tellurique. Do majeur. Et puis on aboutit. Donc voilà, notre tonalité, c'est ça en fait. Donc on est à l'extrême, c'est la tonalité la plus éloignée, donc le triton.
rien que ça, voilà, c'est prodigieux. Et c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'il pourrait y avoir, la quintessence de l'esprit de Berlioz, par exemple. Et c'est déjà quand même du très jeune Wagner. Au terme de cette musique pleine d'effroi en même temps, Bertrand Roulet, l'équipage du vaisseau fantôme se retire et Eric, notre chasseur, essaie de mettre en garde encore une fois Senta, essaie une dernière fois de la reconquérir, de la conquérir, de la garder pour lui, c'est ça ? Mais c'est-à-dire que c'est aussi la tentation ultime, maintenant que la tension est en train de monter, que l'union avec le Hollandais, avec tout ce qu'il représentait en train de se faire, donc en même temps la tension du moi de la nature, de retrouver ses valeurs, de retrouver ses passions, de son nœud de relations compliquées s'intensifie aussi. Et puis il est comme toujours pris, il est en train de s'accrocher à elle, et soit de la menacer, de la culpabiliser. Dans tout ça, il y a un mouvement, il y a un climat qui fait penser justement à cette nature un peu norvégienne, un peu écossaise. On croit voir, on sent le vent, on sent la bruyère. Il y a quelque chose de tellement en même temps romantique dans ces thèmes passionnels. Et puis il y a des développements avec des modulations qui nous conduisent vers des tonalités plus éloignées. Et il y a quelque chose déjà qui évoque Tristan là aussi. Je pense à cette modulation ici. Vous voyez, c'est vraiment on sent ces forces humaines tout à fait contradictoires
qui arrivent à leur paroxysme. Et alors, cette déchirure se fait vraiment au moment où Eric, la voix du moi de la nature, avec tous ces méandres et tous ces pièges, met vraiment toutes ses forces pour convaincre Senta, en essayant de lui rappeler des anciens souvenirs ou de ce qu'elle lui aurait promis, etc., de l'attendrir. Et c'est là que le Hollandais se croit trahi et s'apprête à repartir en se croyant de nouveau condamné pour une période de 7 ans. Ce qui va précipiter les événements et à la fin Senta du haut de la falaise, en quelque sorte. On écoute un extrait de cette terre de Eric. Ah oui, alors on verra tout l'élément, on pourrait dire puccinien, bien que ce soit écrit une vingtaine d'années avant la naissance de Puccini, en plus c'est chanté par Placido Domingo, qui est vraiment très à son aise dans cet élan lyrique, sentimental. Eric tente donc cette ultime démarche auprès de Senta. Les ayant épiés et se croyant trahis, le Hollandais dit à Senta un éternel adieu, embarque et fait lever l'ancre. Senta se jette dans la mer pour rejoindre le damné, dont ce sacrifice signifie la rédemption. Cependant que le vaisseau fantôme sombre en un instant, les silhouettes transfigurées du Hollandais et de Senta apparaissent au-dessus des flots, s'élevant vers les nuées. Me rappelle mon argument préféré du vaisseau fantôme, Bertrand Roulet. C'est vraiment la transformation radicale du moi de la nature qui se sacrifie pour se transformer, pour une renaissance complète. C'est vraiment le chemin initiatique au-delà de la dualité qui se traduit à la fin de l'ouverture qui décrit justement déjà la fin du drame. Vraiment,
comme une réaction physique, comme deux forces contraires qui s'annihilent dans une explosion de lumière. On arrive dans cette unité aussi, tout d'un coup, une seule note. Et c'est intéressant parce que c'est par groupe de 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3... Ça brûle comme une mèche et... Bam. Et puis... Donc au lieu d'avoir simplement l'élément masculin, c'est l'union avec le thème de Senta et le thème du hollandais, mais qui devient... sous cette forme glorieuse, et évidemment à la fin de l'œuvre... et sous forme apaisée, cette renaissance et cette harmonie spirituelle qui est la fin de toute œuvre de Wagner et de l'ensemble de son œuvre, en fait, si on veut bien considérer tous ces opéras comme des éléments d'une gigantesque couronne qui mène toujours vers ce but ultime. Grand merci Bertrand Roulet de cette semaine passée en votre compagnie à propos de ce vaisseau fantôme de Richard Wagner. Un salut à Gérald Dieston. À bientôt Bertrand. À bientôt, merci.
L'affaire vous intéresse? Chaque émission de Musique en mémoire se commande au 026 323 24 24. Elle se podcast aussi, et puis vous pouvez écouter chaque émission de Musique en mémoire dès minuit en nouvelle diffusion. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.